Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. Vous êtes prêts pour un long voyage ? Nous partons de l'autre côté du monde, au Japon. Sans avion, sans voiture et surtout sans GPS. Nous sommes en plein 19e siècle, aux côtés d'un éleveur de vers à soie. L'auteur de notre roman est italien, musicologue en plus d'être écrivain. C'est peut-être pour cela que son écriture nous emporte comme une musique. Il écrit ce roman en 1996 et l'année suivante, il est traduit en plusieurs langues et connaît un succès mérité. Embarquement immédiat pour un roman poétique et drôle à la fois. Voici Soi de Alessandro Baricco. Notre histoire commence en Provence. Un petit village de pierre entouré de champs de mûriers. Nous sommes à Lavilledieu, où presque tous les habitants sont impliqués dans l'élevage des vers à soie. Seulement voilà, depuis quelques années, une épidémie frappe les petits papillons et les œufs ne parviennent pas à éclore. Notre héros, Hervé Joncourt, est chargé par son village de traverser la Méditerranée pour trouver des œufs sains. Il y parvient et quelques années passent encore prospères. Mais bientôt, l'épidémie atteint aussi les régions au-delà de la Méditerranée. Les œufs n'éclosent plus. L'espèce serait-elle menacée ? Le monde semble être tout entier infesté. C'est une catastrophe pour ce village qui ne vit que de l'élevage des petites larves. Les femmes, les hommes et même les enfants passent leur journée aux champs ou dans les fabriques de soie. Ils perdront bientôt leur travail. Lavilledieu est en passe d'être désertée. C'est alors qu'un curieux personnage, répondant au nom de Baldabiou, parle aux villageois d'une île lointaine, de l'autre côté du globe, une île coupée du monde. Un roi puissant y règne et la protège jalousement. C'est une île où la soie est plus douce et plus fine que partout ailleurs dans le monde, où les vers à soie n'ont jamais eu de contact avec une quelconque maladie. Le Japon. Autant dire qu'en ce temps-là, se rendre au Japon est une mission qui procède de l'exploit. Non seulement pour la distance, mais aussi parce que c'est un pays dont on dit que nul ne peut sortir une fois qu'il est rentré. Le roi est redoutable, sa réputation a fait le tour du monde. Voici comment fut néanmoins décidé le voyage d'Hervé Joncourt. On était en 1861. Flaubert finissait Salammbô, l'éclairage électrique n'était encore qu'une hypothèse et Abraham Lincoln, de l'autre côté de l'océan, livrait une guerre dont il ne verrait pas la fin. Les sériciculteurs de Lavilledieu se mirent en société et rassemblèrent la somme considérable nécessaire à l'expédition. Il parut à tous logique de la confier à Hervé Joncourt. Quand Baldabiou lui demanda s'il acceptait, il répondit par une question. « Et il est où, exactement, ce Japon ?»« Par là, toujours tout droit, jusqu'à la fin du monde. » Il partit le 6 octobre, seul. Aux portes de Lavilledieu, il serra contre lui sa femme et lui dit simplement « Tu ne dois avoir peur de rien. » Voilà donc Hervé Joncourt parti pour le lointain Japon, avec pour tout repère
les noms de 3 hommes que Baldabio lui a révélés, un Chinois, un Hollandais, un Japonais. À partir de là, Alessandro Baricco aurait pu écrire un fabuleux roman d'aventure, un carnet de voyage dépaysant et instructif sur la Bavière, la steppe russe, la Sibérie, le lac Baïkal ou les bords du fleuve Amour. Il n'en est rien. Et même si Hervé Joncourt atteindra le Japon à bord d'un navire de contrebandiers hollandais, à aucun moment Baricco ne verse dans le roman d'aventure. L'écriture est laconique et efficace. Il y a un fond comique à lire l'itinéraire de notre aventurier. On pense à Voltaire, au voyage intrépide de Candide lorsqu'on lit l'énumération des pays traversés. Du rythme, encore du rythme. Le découpage en très courts chapitres, numérotés de 1 à 65, ajoute à l'écriture quelque chose de mécanique. On a l'impression de voir se dérouler un conte dans un petit théâtre d'ombre chinoise. On comprend très vite que ce qui compte, ce n'est pas le voyage. L'histoire est ailleurs. En un seul chapitre, Hervé Joncourt arrive de sa campagne provençale jusque chez le roi Arrakei. Je ne peux pas vous révéler les détails les plus étonnants du livre, car il participe du ressort comique. Je peux vous parler en revanche du moment où tout se calme. Le roi Arrakei demande à Hervé Joncourt de lui raconter sa vie. Écoutez. Arrakei était assis sur le sol, les jambes croisées, dans le coin le plus éloigné de la pièce. Il était vêtu d'une tunique sombre, ne portait aucun bijou. Seul signe visible de son pouvoir, une femme étendue près de lui, la tête posée sur ses genoux, les yeux fermés, les bras cachés sous un ample vêtement rouge qui se déployait autour d'elle comme une flamme sur la natte de couleur cendre. Pendant qu'il parle, Hervé Joncourt est secrètement subjugué par cette jeune femme étendue près du roi. Voici un extrait de la façon dont Alessandro Baricco s'y prend pour rendre l'atmosphère toute japonaise de la scène. Notez bien que lorsque je marque des pauses de lecture à l'intérieur d'une même phrase, c'est que l'auteur va à la ligne. Arrakei écoutait, sans que l'ombre d'une expression ne décomposât les traits de son visage. Ses yeux restaient fixés sur les lèvres d'Hervé Joncourt. Dans la pièce, tout était tellement silencieux et immobile que ce qui arriva soudain parut un événement immense. Et pourtant ce n'était rien. Tout à coup, sans bouger le moins du monde, cette jeune fille ouvrit les yeux. L'écriture d'Alessandro Baricco est remarquable. L'auteur a réellement fait de l'ouverture des paupières de la femme un événement. Durant tous ces chapitres où Hervé Joncourt est assis en tailleur face au roi et à sa compagne, il n'y a pas un mot de trop, et l'expression est si minutieusement ciselée que le lecteur est à l'affût du moindre mouvement. Le contraste avec l'enchaînement vertigineux des étapes du voyage ne fait qu'accentuer cette impression. Hervé Joncourt évite le regard de cette femme qui le fixe. Il a beaucoup de mal à contenir son émotion. Le flot de ses paroles ne s'interrompt que pour s'abreuver d'un peu de thé. Écoutez plutôt. La jeune fille continuait à le fixer, avec une violence qui arrachait à chacune de ses paroles l'obligation de sonner comme mémorable. La pièce semblait désormais avoir glissé dans une immobilité sans retour, quand, tout à coup,
et de façon absolument silencieuse. La jeune fille glissa une main hors de son vêtement et la fit avancer sur la natte devant elle. Hervé Joncourt vit arriver cette tache claire en marge de son champ de vision. Il la vit effleurer la tasse de thé d'Arrakei, puis absurdement continuer sa progression pour aller s'emparer sans hésitation de l'autre tasse, celle dans laquelle il avait bu, la soulever avec légèreté et l'emporter. Arrakei n'avait pas un seul instant cessé de fixer, sans expression aucune, les lèvres d'Hervé Joncourt. La jeune fille souleva légèrement la tête. Pour la première fois, elle détacha son regard d'Hervé Joncourt et le posa sur la tasse. Lentement, elle la tourna jusqu'à avoir sous ses lèvres l'endroit exact où il avait bu. Et fermant à demi les yeux, elle but une gorgée de thé. Elle écarta la tasse de ses lèvres, la replaça doucement là où elle l'avait prise, fit disparaître sa main sous son vêtement, reposa la tête sur les genoux d'Arrakei. J'ai choisi là un long extrait pour que soit sensible à la lecture la lenteur et la précision qui font toute la force expressive de l'écriture d'Alessandro Baricco. Lorsque, finalement, Hervé Joncourt est autorisé à repartir avec les œufs des vers à soie, le périple du voyage reprend, à toute allure, dans l'autre sens. Les mêmes lieux, le même itinéraire à l'envers, répétition des mêmes expressions, c'est comme une boîte à musique qu'on aurait remontée et qui repart de plus belle. Car l'aventure ne s'arrête pas là. Hervé Joncourt repartira l'année suivante, et l'année suivante encore. Je ne vous raconte pas ce qui se passe à chaque étape. Je peux simplement vous annoncer, sans me tromper, que vous serez surpris, que les choses ne seront jamais comme vous les supposeriez. Hervé Joncourt va et vient, téméraire, constant, à peine affecté par les incroyables circonstances qui s'emparent de sa vie. Les émotions semblent l'effleurer, à peine, comme à distance. Il a une façon toute japonaise de traverser sa vie. Alessandro Baricco nous dit ceci de lui. C'était un de ces hommes qui aiment assister à leur propre vie, considérant comme déplacée toute ambition de la vivre. On aura remarqué que ceux-là contemplent leur destin à la façon dont la plupart des autres contemplent une journée de pluie. J'aimerais maintenant quitter le fil de l'histoire afin de ne pas en dire trop et m'attarder sur un petit détail. C'est la présence récurrente des oiseaux au fil des pages. Les Orientaux, pour honorer la fidélité de leur maîtresse, leur offraient des oiseaux de toutes sortes. Hervé Joncourt, lorsqu'il découvre la volière de Arrakei, est absolument fasciné. Il y en a de toutes les couleurs, de tous les endroits du monde. Une folie magnifique, dira-t-il. Il concevra alors le projet d'en fabriquer une semblable dans son jardin en Provence. Évidemment, ces oiseaux dans la volière du roi sont les oiseaux de la jeune femme. Lors d'un nouveau voyage au Japon, alors qu'il va bientôt arriver à la demeure du roi, il observe l'horizon et là, tout à coup, le ciel au-dessus du palais se noircit du vol de centaines d'oiseaux, comme explosés de la terre. Des oiseaux de toutes sortes, étourdis, qui s'enfuyaient de tous côtés, affolés,
et chantait et criait. Pyrotechnie jaillissante d'ailes, nuées de couleurs et de bruits lancées dans la lumière, terrorisée, musique en fuite, là, dans le ciel, à voler. Hervé Joncourt sourit. Commence alors tout un jeu symbolique autour des oiseaux. Une histoire dans l'histoire, une façon toute délicate d'exprimer les non-dits et les désirs inavouables. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on croit. Soi est un roman qui nous invite à ne pas nous fier aux apparences. Ce n'est pas un roman d'aventure, ce n'est pas non plus un recueil de petites chroniques de la soie au XIXe siècle. Non, contre toute attente, Soi est un roman d'amour. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément celui qu'on croit. Le héros du livre n'est pas celui qu'on croit non plus. Certes, on suit le parcours du téméraire Hervé Joncourt, mais le personnage qui fait le roman, en définitive, ce n'est pas lui. C'est une femme. Ce n'est pas la jeune femme amante du roi dont il tombe amoureux. Non, c'est une autre femme. Oh, je n'en dirai pas plus, pour que vous vous laissiez surprendre et séduire par ce roman étonnant, une construction minutieuse où convergent écriture et intention. Alessandro Baricco convoque le Japon dans les images, la contemplation, la lenteur, le dénuement des phrases courtes, mais aussi les cycles, les répétitions. Voici par exemple 2 extraits que l'on trouve à 2 pages éloignées du roman. Parfois, les jours de vent, il descendait à travers le parc jusqu'au lac et restait pendant des heures sur le bord à regarder la surface de l'eau se rider, formant des figures imprévisibles qui brillaient au hasard dans toutes les directions. Devant, il n'y en avait qu'un seul, mais sur ce miroir d'eau, on aurait dit qu'ils étaient 1000 à souffler. Parfois, les jours de vent, Hervé Joncourt descendait jusqu'au lac et passait des heures à le regarder, parce qu'il lui semblait voir, dessiné sur l'eau, le spectacle léger et inexplicable qu'avait été sa vie. Ces 2 extraits, presque similaires, dévoilent par petites touches la pensée d'Hervé Joncourt. Y a-t-il plus belle invitation à la contemplation qu'un auteur puisse faire à son lecteur? L'émotion semble écartée, la réflexion aussi. Seule reste une image, une suggestion, une vague analogie. Et cela donne beaucoup de poésie. Le Japon, c'est tout droit, jusqu'à la fin du monde. Alessandro Baricco ouvre décidément une route de la soie bien insolite. Un voyage littéraire à lire en buvant le thé. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette période de l'histoire, je vous donne rendez-vous sur la page de notre site, tout avec presque rien. Vous trouverez des précisions, des citations, des impressions et quelques liens insolites autour de ce roman. Merci à Marie pour la technique. Pour prolonger votre séjour au Japon, cliquez sur Japon dans la liste des thématiques. Notre collection de voyages littéraires est aussi classée par auteur et par thématique.
choisissez votre destination et nous partons